Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite rétrospective de mes lectures dans le cadre de la rentrée littéraire 2019. Il y a eu d'autres lectures qui ne sont pas de la rentrée, mais j'avais envie de séparer les deux, vu que je vous ai fait dernièrement une vidéo qui parle justement de la rentrée littéraire en tant qu'événement. J'avais envie de revenir en, je pense, 2 vidéos sur les lectures que j'ai effectuées dans le cadre de la rentrée, donc des livres qui rentrent spécialement dans la rentrée. Oh, ça va, hein, c'est dimanche. Moi, de mon côté, c'est dimanche. Les avis seront parfois très très bons, parfois mitigés, mais je crois pas qu'il y a de... Enfin, j'ai pas eu de déception jusqu'à présent dans la rentrée. Le premier livre que j'ai lu et qui va donc paraître là en septembre, il s'agit de La vie en chantier de Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Pete Fromm, je vous en ai déjà parlé, c'est un auteur que j'affectionne énormément. Et dans ce roman, encore une fois, il arrive à nous déchirer en deux, hein, par tous les... voilà. Et je savais pas vraiment comment est-ce que j'allais vous le présenter, parce qu'en fait, quand moi je l'ai commencé, il y a une partie de l'histoire que je ne savais pas, et forcément ça m'a surprise, et j'ai été très contente en fait de ne pas connaître ce détail de l'histoire, enfin ce gros détail de l'histoire. Mais en lisant là, aujourd'hui, le résumé, je me rends compte que le gros truc, eh ben, est noté dans le résumé. Donc d'un côté j'ai très envie de vous faire cette version là où je vous révèle pas le truc, mais en même temps pour une question d'avertissement au niveau du sujet, je pense que ça pourrait être bien quand même que j'en parle. Donc je sais pas, je vais me lancer dans le résumé, on verra bien. On va rencontrer Taz et Marnie, un couple qui construit, enfin qui retape une maison, et un jour, sans vraiment prévenir, Marnie va tomber enceinte. Du coup c'est un peu un autre aspect de la construction qui se met en place, vu qu'il n'y a plus trop le côté on a le temps, on fait ça pour rigoler, pour s'amuser. Ça devient urgent en fait, il faut que la maison soit prête dans 9 mois quand le bébé va arriver. Et quand le bébé arrive, il va y avoir une difficulté supplémentaire en fait dans la vie de ce couple, quelque chose qui ne se prévoit jamais, qu'on ne peut jamais vraiment deviner, qui ma foi s'abat sur nous comme ça du jour au lendemain. Et c'est là que le titre du bouquin, pour moi en tout cas en français, prend tout son sens, La vie en chantier, telle une maison en chantier. C'est-à-dire que petit à petit, à travers la maison qui est en train de se reconstruire, eh bien c'est aussi les vies qui vont se reconstruire. Je vous ai donné, je pense, assez d'indices sur ce qui peut se passer sans forcément vous dire exactement quoi. À vous de savoir si vous voulez connaître l'avertissement, on va dire. Mais vous pouvez peut-être un petit peu comprendre de quoi j'ai envie de parler là. Moi j'ai été surprise parce que forcément je m'attendais pas à ça, en fait je me suis vraiment lancée dans ce Pete Fromm en ne connaissant rien, j'ai à peine lu les premières lignes du résumé et je savais que c'était ça que j'avais envie de lire à ce moment-là et que j'avais envie de le défendre à la rentrée très certainement. Et en fait quand il se passe ce fameux moment, ben oui j'ai été un peu choquée et j'ai été un peu touchée parce que c'est quelque chose forcément qui, moi en tant que parent, aujourd'hui, ben, me semble très proche, me semble très palpable, c'est quelque chose que je peux entrevoir en fait dans ma vie et j'ai vraiment trouvé que c'était un roman, encore une fois comme sait les faire Pete Fromm, très juste. Autour de ces personnages en gravitent bien sûr plusieurs autres, il y a les membres de la famille, il y a les meilleurs amis, il y a les gens en fait qui entrent nouvellement dans les vies à ce moment-là, et au début on n'a pas trop envie de les laisser rentrer parce que on est en train de vivre un moment très dur. Et puis de l'autre côté on voit ces personnages nouveaux qui d'abord toquent à la porte, qui entr'ouvrent la porte, qui essayent vainement en fait d'entrer dans cette vie, ils voient que la maison est complètement en chantier comme les personnes qui y habitent. Et au bout d'un moment, ils prennent plus de gants et ils y vont, ils prennent le marteau-piqueur, ils prennent les vis, ils prennent tout en fait et ils commencent à reconstruire cette vie, cette maison avec les personnages principaux et j'ai vraiment adoré les métaphores qui étaient faites dans ce roman. J'ai ensuite lu Les Simples de Yannick Granek aux éditions Anne Carrière. Donc Yannick Granek est une femme en fait, j'étais persuadée que c'était un homme, Yannick Granek, oui forcément, enfin voilà. Dans Les Simples, on va se retrouver dans de la littérature historique. Littérature que je ne lis que très très peu. Je suis très peu familière avec ce genre-là, j'ai un peu de la peine, j'avoue. Des fois oui et des fois non. Ça va dépendre de la période bien sûr je pense, mais vraiment histoire, quand je parle d'histoire, là par exemple on va se retrouver au Moyen-Âge. Donc c'est vraiment une période que je ne connais pas et qui m'est assez étrangère en fait dans la littérature. Et quand le représentant est venu nous le présenter, j'ai eu tout de suite un déclic, j'avais envie de lire ce livre. On va y rencontrer des bénédictines qui vivent dans une abbaye et qui tournent en fait juste entre elles. Donc tout se passe bien, elles ont leur caste, elles ont leur autorité, elles ont... enfin vraiment tout leur petit monde tourne très très bien. Mais à côté de ça, il y a un nouvel évêque qui voit d'un mauvais œil que ces femmes fonctionnent seules, sans réelle autorité au-dessus d'elles à part d'autres femmes. Et petit à petit, il va s'immiscer dans la vie de ces bénédictines. En fait, il va dépêcher un vicaire, un jeune vicaire dans cette abbaye
pour que le vicaire en fait aille un peu fouiner et un peu chercher ce qui pourrait donner matière à un scandale. Le but c'est de faire sortir une très jeune bénédictine qui n'est pas censée rester là, en fait elle est censée aller épouser un homme très riche, sauf que cette jeune fille en fait n'a pas du tout envie de quitter l'abbaye, elle y est très bien, et par-dessus tout ça on va rajouter un dernier truc, en plus ces bénédictines sont très douées avec les plantes. Elles arrivent à confectionner des baumes, des infusions, enfin bref, plein de remèdes issus des plantes. C'est ça en fait qui m'a donné envie de lire ce roman. Je trouvais le fait que ce soit une organisation uniquement de femmes au Moyen-Âge qui en plus ont la science ou la connaissance des plantes, voilà, ça m'a un peu titillé. Alors, c'était un roman très intéressant. J'y ai appris, je pense, 2-3 trucs. Le problème, c'est que le vocabulaire, il était très poussé. J'ai vraiment été décontenancée par le vocabulaire. Je m'attendais à quelque chose de plus accessible, et non, ça ne l'est pas. C'est une littérature assez dense, avec une plume assez pointue. J'ai dû aller chercher pas mal de fois certaines définitions, donc ce qui rend la lecture vachement moins fluide et moins agréable, forcément. Donc je pense pas que c'est une mauvaise lecture, parce que si on s'intéresse à ce sujet-là et qu'on est un peu coutumier de la littérature historique, on peut y trouver ce qu'on recherche. Moi, de mon côté, clairement, comme c'est pas trop mon style, et j'ai pas forcément envie de trouver des romans pour entrer ensuite dans cette littérature, hein, je l'ai vraiment découvert un peu par hasard, ben forcément j'étais pas très à l'aise. Troisième lecture, J'ai des idées pour détruire ton ego de Alban Ligné aux éditions Nil. Il faisait partie de ce fameux trio de romans qui ont été sélectionnés par le groupe des éditions Robert Laffont, où les autrices, je crois que ce sont 3 autrices, en tout cas je sais que 2 sur 3 sont des femmes, ont été sélectionnées avec leurs manuscrits, et leur aventure éditoriale, littéraire, a été suivie sous forme de podcast qu'on peut retrouver sur la chaîne Primo des éditions Robert Laffont. Personnellement, je ne les ai pas encore écoutées. Oui, je sais, oh là là, ça fait presque bientôt 1 année en fait que le truc est sorti, et ouais, bref. Dans cette histoire, nous rencontrons Léonie, 27 ans, qui, pour combler un petit peu son salaire de misère, parce qu'elle est dans un McDo, je crois, ouais, elle bosse dans un McDo, pour combler un petit peu ça, fait du babysitting. Et donc elle garde la petite Eulalie qui a 6 ans, et un jour, alors qu'elle va la garder, elle voit un mot de la maman où la mère l'appelle avant, je sais plus exactement comment ça se passe. Bref, la gamine se retrouve toute seule, et plutôt que d'appeler la police ou d'appeler les services sociaux, enfin quelque chose d'un peu sensé, Léonie prend la gamine sous le bras et se barre avec. Pourquoi est-ce que Léonie décide tout d'un coup de se casser, en fait, en quelque sorte? C'est que elle a un compte à rebours, elle a une date à respecter, et elle sait que dans 10 jours, elle doit retrouver Angela dans le sud de la France. Angela, c'est son amour de jeunesse, c'est la fille, la femme avec qui elle a tout vécu, elle a consumé toute sa passion. Et les 2 personnages se sont quittés il y a quelques années de ça, une dizaine d'années, pour se dire que dans 10 ans, on se retrouve et on voit si on peut se redonner une chance. Léonie a gardé ça en tête. Léonie, c'est son but ultime. Elle s'est donné cette date, et le fait qu'elle ait cette gamine en plus, finalement, ne va pas l'empêcher d'aller jusqu'au bout de son plan. Donc elle part avec cette petite fille, sauf que bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu, hein, parce que ce road trip improvisé va vite se transformer en course-poursuite avec la police. Parce que bien sûr, on retrouve la mère de Lali, morte, et première suspecte, peut-être la femme qui a enlevé sa fille. C'est un indice, voilà. Donc, pas du tout au courant de ce qui se passe à Paris, Léonie trace la route pour aller dans le sud de la France avec une petite fille de 6 ans. Sauf que problème, quand elle retrouve Angela, eh bien, Angela a déjà refait sa vie, hein, on s'en doute un peu. Voilà. J'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé alors très violent, très dur au niveau de la psychologie des personnages. Je trouve la plume assez acide, un peu acerbe, piquante. Ça m'a un petit peu fait penser aux traductions de Anne Beragde, en fait, où je me souviens en fait de cette plume qui était vraiment très... Oui, je voyais cette plume comme un pic à glace, quoi, en fait. C'était vraiment quelque chose de très puissant. Et je trouve que la plume d'Alban Ligné ressemble un petit peu à ça. C'est souvent des phrases assez courtes, mais qui vont à l'essentiel. Il y a très peu de fioritures, c'est pas du tout une lecture contemplative, c'est vraiment dans le... On est dans l'esprit des personnages et on prend vraiment
conscience, on va ressentir tout ce qu'ils ressentent jusqu'au fond de nos tripes, quoi, comme eux ils sont en train de le vivre. Et même si parfois, et surtout à la fin, ça part un petit peu dans tous les sens, et que la fin est un peu tirée par les cheveux, la façon dont ça se termine, c'est vraiment tout le ressenti que nous font avoir les personnages qui m'a énormément plu. Un avis un peu étrange pour, ça va avec le titre de l'histoire en même temps vous me direz, l'étrange histoire du collectionneur de papillons, de Ridian Brooke. Alors cet auteur visiblement a déjà connu un joli succès avec son précédent, je vous le mettrai ici. Dernièrement il y a eu une adaptation ciné en fait pour celui-ci. Je sais pas trop, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça un peu loufoque, un peu déjanté, mais je pense pas que je suis le public pour ce genre de littérature en fait. On va rencontrer Lou Jones, qui est un jeune anglais à un prénom imprononçable, donc on va le renommer Lou, qui vient donc d'Angleterre chez sa tante aux États-Unis pour un peu vivre la vie quoi, découvrir les États-Unis et voilà, ça va pas trop se prendre la tête. S'il arrive en plus à écrire un petit truc, un petit bouquin, tant mieux, ce serait un petit peu son but ultime. Sauf qu'en chemin, il va rencontrer Joe Bosco et sa sœur, qui sont des collectionneurs et des revendeurs de papillons, rares pour la plupart, et ils découvrent en Lou ce truc anglais, quoi, ce flegme anglais, cette classe anglaise, et le duo a très envie de l'engager pour qu'il soit en fait vendeur pour leur fameuse collection de papillons. Lou se dit que ça peut être le système un peu facile pour se faire un petit peu d'argent, en plus il avait envie de voyager, là il va voyager à travers tout le pays pour justement vendre ses papillons, donc il marche. Sauf que petit à petit il va se rendre compte qu'en fait cette collection de papillons c'est un petit peu de la poudre aux yeux. Pas qu'il y a rien, mais on sait jamais trop en fait ce que Joe raconte, si c'est vrai ou pas. Enfin tout va un petit peu partir à volo, c'était très bizarre comme lecture, mais en même temps un peu déjanté. On disait encore, on se faisait la réflexion avec ma collègue de littérature l'autre jour, on regardait toutes les nouveautés de la rentrée, puis on disait waouh, il y a quand même des textes, enfin c'est souvent lourd, c'est souvent dur, c'est rare de trouver des romans feel good un petit peu sympas à la rentrée littéraire, c'est souvent des romans avec des auteurs qui ont envie de raconter des choses difficiles ou bien des choses qui leur sont arrivées, enfin voilà, on sent quand même le passé un petit peu, bref, qui remettent tout ça sur la table. Là je lui ai dit, j'ai fait si, alors moi j'en ai peut-être un qui est un petit peu sympa, c'est celui-ci, et en effet, c'est juste histoire de vivre une aventure, même si elle est un petit peu barrée. Je vous en avais pas mal parlé sur Instagram je crois, j'ai lu un recueil de nouvelles qui s'appelle Avoue que t'en meurs d'envie, de nouveau aux éditions Nil, mais que voulez-vous, et voilà, Nil en général publie des choses qui me parlent pas mal. Donc les nouvelles sont écrites par Kristen Roupenian, qui a eu l'occasion de publier plusieurs de ses nouvelles déjà dans des journaux américains très connus, dont The Cat Person, qui est une de ses plus connues. Et alors c'est drôle parce que quand je suis arrivée à celle-ci, donc L'homme à chat, j'ai pas trouvé qu'elle était... Enfin, je trouvais que dans le recueil, il y en avait des vachement plus extraordinaires que celle-ci, quoi, en fait. On en avait parlé d'ailleurs après pas mal en message privé avec certains quand j'avais parlé de ce recueil. J'avais dit que moi, justement, à la base, j'étais pas trop nouvelle, que j'avais un peu laissé tomber ce format, en fait, de fiction, et que j'avais souvent de la peine, en fait, à rentrer dans une nouvelle et... hop c'est fini et tu dois passer à autre chose direct après. Donc souvent c'est un format que je laisse un petit peu de côté. Mais du coup c'est cool parce que en message privé vous avez été très nombreux à me faire des recommandations de recueils de nouvelles qui n'étaient pas barbants ou difficiles à rentrer dedans, etc. Donc j'en ai noté quelques-uns. Et c'est exactement ce genre de recueil là que j'ai bien aimé. Alors, je sais pas comment on va pouvoir interpréter ça, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, les nouvelles dans Avoue que t'en meurs d'envie sont des nouvelles qui dissèquent toutes les parties les plus perverses et les plus sombres de l'esprit humain. Alors, dans la partie perversion, ça ne veut pas forcément dire sexuel, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des idées, des fantasmes, n'importe quoi, mais qu'on se dit, qu'on n'oserait jamais dévoiler à personne. On n'oserait jamais dire à quelqu'un, eh ben, moi en fait, j'adore ça. Parce qu'on sait très bien que, vu la société dans laquelle on évolue, c'est mal vu. C'est vu comme étant quelque chose de déviant, c'est vu comme... Enfin, bref, il y a toutes ces catégories de choses auxquelles on a tous et toutes déjà très certainement pensé, ou en tout cas une partie, et qu'on se dit non, je peux pas penser à ça, en fait, c'est mal, c'est pas bien. Et ça, c'est merci qui ? Merci la société, ouais, bravo, trop bien. Enfermons les idées dans des cases, c'est trop génial. Bref, il y a des choses dans ces nouvelles qui sont vraiment très dérangeantes. Donc si c'est un genre qui ne vous attire pas ou qui vous met mal à l'aise, il y en a certaines, il faut s'accrocher un petit peu. Elles sont vraiment, oui, tordues.
tordu. Pas dans le sens où c'est de l'horreur, pas dans le sens où c'est érotique. Le fond du fond de l'âme humaine. Pas moyen, et d'un côté, heureusement, pas moyen de s'attacher vraiment aux personnages, ce qui les rend un peu distants. C'est-à-dire qu'on garde nos distances avec eux et on se dit ok, eux ils pensent à ça, mais moi je suis quelqu'un de bien, moi je ne pense pas à ça. Alors que, enfin bref, on peut tous avoir ce genre de pensée-là en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ces nouvelles. D'autres un peu moins, comme par exemple The Cat Person, j'ai pas trouvé qu'elle était voilà, dinguissime. Mais il y en a plusieurs, je retiens notamment la toute première, l'histoire d'un couple qui veut aider un ami qui sort d'une relation toxique, qui va retomber dans une autre relation toxique. J'ai aimé l'histoire de la jeune fille qui fait un vœu à son anniversaire, et ce vœu va se réaliser malheureusement. J'ai aimé l'histoire de la femme qui arrive à invoquer l'homme parfait dans sa cave grâce à un grimoire. Et j'ai aimé l'histoire de ce couple dont la femme, stressée, va commencer à avoir des plaques et des boutons sur tout le corps pour des raisons assez étranges. Et visiblement, elle est la seule à les voir. Voilà, c'était très bien. Je vous parle maintenant de Joli Joli Monstre de Julien Dufresne-Lamy aux éditions Belfond. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour celui-ci parce que j'ai vraiment pas envie de dire quelque chose qui pourrait être mal interprété ou de dire un truc mal parce que je sais pas qu'on doit le dire autrement, enfin bref. On va parler dans Joli Joli Monstre de drag queen, du monde des drags, à la fois dans les années 80, donc 80 aux États-Unis, et à la fois aujourd'hui. On a une ancienne drag queen qui va prendre sous son aile une drag queen actuelle, et le roman commence avec l'histoire de cette drag queen des années 80, et la passation de flambeau en fait à la drag queen plutôt contemporaine. C'est un monde que je ne connais pas, c'est un monde que je découvre tout juste avec des reportages, avec des textes comme celui de Julien Dufresne-Lamy. Donc voilà, je peux pas vous dire si il est juste envers la communauté ou si il est mal perçu ou s'il se trompe ou si quoi que ce soit. Mais en fait, de mon point de vue, de non-initié, j'ai bien aimé ce roman parce que d'une part, en fait, la plume, je l'ai trouvée merveilleusement poétique. Je l'ai trouvée... c'était beau, enfin la plume est magnifique. Qu'elle aille ensuite au niveau de l'histoire dans le sens des drag queens ou non, ça je peux pas vous le dire, mais je peux vous dire que en tout cas la plume est splendide. Et que la partie passée et la partie présente se marient à merveille en fait, et qu'on se rend compte qu'au final, qu'importe les époques, il y a des choses qui se répètent, il y a des sensations et des émotions qui reviennent constamment en fait chez ces personnes, et j'ai trouvé ça, c'était beau, voilà, je trouvais ça juste très beau. Et le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Se taire de Mazarine Pinjot aux éditions Julliard. Avertissement si jamais. Il y a 2 viols dans le roman, un tout au début, un tout à la fin. Ce ne sont pas des scènes longues, mais ce sont des scènes qui automatiquement nous mettent dans l'action en tant que telle, quoi. On découvre Mathilde, jeune photographe, la vingtaine, qui va aller chez le prix Nobel de la paix pour faire une photo de lui, parce qu'un article dans un journal, etc. Donc il faut des photos. Elle arrive, ce que lui sait et que nous savons aussi, c'est que c'est une jeune femme qui est connue, parce que sa famille, son père est chanteur célèbre, je crois, sa mère est aussi quelqu'un d'assez connu, donc c'est une famille qui est pas mal médiatisée. Il l'a déjà vu dans les journaux, elle sait très bien qui il est, etc. Elle vient juste pour prendre des photos. Il y a un truc avec ce prix Nobel de la paix, c'est qu'il a perdu sa fille, qui a plus ou moins le même âge que Mathilde. Elle s'est suicidée, et donc elle est un petit peu mal à l'aise, forcément. Elle est doublement et horriblement mal à l'aise quand, en plus, ce fameux prix Nobel de la paix baisse son pantalon et la force et la viole. Ce qu'il y a, c'est que juste après ce viol, donc il ramasse tout son bordel, elle remonte son pantalon et elle fait les fameuses photos pour lesquelles elle était venue. Il y a cet esprit de personnage qui est déboussolé, dérouté. De mon côté, je peux pas juger sur le comportement de Mathilde durant tout le bouquin. Je peux pas dire là je trouve qu'elle a pas fait ci, elle a pas fait ça, etc. Pas du tout, parce que je sais pas ce que c'est. Des histoires de viol, des témoignages, des articles, des journaux, des films, des séries, etc. J'en ai vu une quantité mais astronomique, lu, vu, enfin ce que vous voulez, donc je peux me baser que là-dessus en fait. Et ce que j'arrive à retenir déjà de ce bouquin et de tout ce que je connais d'autres, ce qui n'est pas l'acte en tant que tel, mais enfin voilà, c'est que chaque victime va vivre la situation et l'après et l'avant, enfin le tout, de façon radicalement différente les unes des autres. C'est comme tout, c'est comme toute situation, c'est comme chaque traumatisme, on va tous exorciser ou intérioriser cette chose comme on peut et
pas comme on veut en fait. Donc Mathilde fait ce pourquoi elle est venue, elle repart et quand elle en parle à sa famille veut la défendre. Et là sa mère va lui dire quelque chose. Fais attention Mathilde, c'est à toi de voir. En gros, on va te défendre, on veut bien se lancer dans cette bataille avec toi. Mais tu es quelqu'un de connu à cause de nous, grâce à nous. Donc ton viol, ton jugement, enfin le jugement de ton violeur, toute la bataille qu'il y aura là autour, vont prendre des proportions énormes, vont être étalées dans la presse, on va te traiter de menteuse, on va te prendre en victime, on va t'accabler, on va te traiter de tous les noms, on va demander et te redemander pendant des jours, des semaines, des mois, des années de raconter ton viol dans les détails. Est-ce que tu es prête à vivre ça ? Et là, je savais juste pas comment me positionner. Parce que d'un côté, je vois ce que sa mère veut dire, et d'un autre côté, je me dis purée, t'es quand même en train de vouloir dire à ta fille de pas porter plainte et de faire comme si rien n'avait existé. Donc, voilà. L'histoire va continuer, Mathilde ne va pas porter plainte, et ça va être les conséquences de ce choix à ce moment-là. Donc par la suite, quelqu'un m'avait envoyé un message qui faisait référence justement à cette histoire qui serait tirée de faits réels, d'une véritable histoire, d'une véritable Mathilde, d'un véritable prix Nobel français. Et du coup, je vous mettrai l'article en barre d'infos, vous irez le lire si ça vous intéresse, je vais pas forcément faire le rapprochement entre les deux. Pour revenir au roman, je le trouve bien. Des fois je l'ai trouvé un peu long, je sais pas trop quoi penser en fait de ce roman, je me détachais complètement du personnage de Mathilde au fur et à mesure et je prenais pas de plaisir à la suivre. Donc voilà, je suis un peu restée hermétique quand même face à ce roman, alors que je m'attendais à être un peu plus... à être plus en colère en fait. Mais c'est pas plus mal peut-être, je sais pas encore. Cette vidéo sur les premiers romans que j'ai lus pour la rentrée littéraire est déjà bien assez longue, du coup je vais m'arrêter là. Je suis encore en train d'en lire, donc de toute façon j'en referai une deuxième d'ici, j'espère, quelques semaines, j'espère que je tarderai pas trop. D'ici là, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.